campagne de croiser les courbes avec Valérie Ayé, la candidate macroniste. Parler d'Europe, bien sûr, mais d'un point de vue plus politique, votre objectif, c'est de croiser les courbes. C'est pour quand ? Quand est-ce que vous allez y parvenir ? Honnêtement, au début, quand on était sondé à 8%, au début de la campagne, qui ambitionnait de croiser les courbes ? Ce serait vous mentir. Dans votre question, vous laissez présupposer que j'avais prévu que tout marcherait comme ça a marché jusqu'ici. Depuis quelques semaines. C'est vrai que il a vraiment bien assuré niveau campagne. Hein. Ni nous, peut-être. C'est quand on voit... Et donc, on a créé une dynamique. Le pourcentage plutôt que de parler de croisement d'Hidalgo au présidentiel. De score, ce que je veux, c'est que cette dynamique s'amplifie. Pourquoi ? Parce qu'elle est ultra saine politiquement. Les gens qui viennent nous voir, ils sont enthousiastes. C'est pas un vote simplement de... Si vous voulez, alors Gluckman, agent de la CIA ? C'est un vote de... C'est la question. Ce que j'entends dans les réunions publiques, les gens qui viennent me voir, c'est on a l'impression de respirer à nouveau, comme si on était enfin en accord avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'aux dernières élections, beaucoup de gens ont fait des choix différents, en sacrifiant une part d'eux-mêmes. S'ils privilégiaient la solidarité sociale et la transformation écologique sur l'attachement à la démocratie et l'attachement à l'Europe, eh bien, ils votaient peut-être Jean-Luc Mélenchon. S'ils privilégiaient l'attachement à l'Europe sur l'ambition sociale ou l'ambition écologique, ils pouvaient voter pour Emmanuel Macron. Et là, ce que notre bulletin de vote, ce que notre discours pendant toute la campagne permet, c'est une réconciliation avec eux-mêmes des gens qui sont à la fois attachés au social, à l'écologie, à la démocratie et à la construction européenne. Donc si cette dynamique nous porte le plus haut possible, je serai le plus heureux des hommes. Vous voulez la deuxième place. Vous voulez la deuxième place. Vous pensez... Imaginez si dans 6 jours, on met fin à ce tango permanent qui nous fait suffoquer entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Si dans 6 jours, on a une liste qui défend la solidarité sociale, la démocratie, l'Europe. Ah, la blague. Et surtout... En tête. Ah, mais il se touche là. Face à l'extrême droite, il faut des gens qui ont la nuque raide, qui savent tenir un cap. La nuque raide pour mieux prendre en bouche gorge profonde. Qui ne voteront pas la loi immigration avec elle, qui ne multiplieront pas les clins d'œil, qui ne feront pas des coups de com'. Nous, l'extrême droite, nous ne la courtiserons pas, nous la combattrons et c'est pour ça que nous devons cette digue. Ce serait un revers pour Valérie Ayé, la candidate de la majorité aux européennes. Valérie Ayé qui est... En fait, ce qui est rassurant, c'est de se rendre compte que rien n'a été assimilé, rien n'a été compris. Premier ministre Gabriel Attal, au tout début de sa prise de parole, ça fait réagir beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup de candidats qui dénoncent une forme d'interventionnisme. On s'intéresse aux symptômes. Que vous en pensez-vous ? On ne regarde pas les causes. Invisible. C'est ça qui est... Donc ils sont destinés à continuer à se tromper, à disparaître, quoi. Je trouve qu'en fait, il y a là... depuis le début, il y a un problème. Là, il se passe quelque chose qui est vraiment étonnant. D'un côté, on a le président de la République qui annonce qu'il s'invite pour parler des Open. Si c'était pour parler des commémorations, moi, ça ne me choquerait pas. Mais pour parler des commémorations du débarquement, mais pour parler des européennes, à 3 jours du scrutin sur l'ensemble des JT. Vous parlez d'une interview qu'il compte réaliser jeudi soir. Donc d'un côté, on a un immense problème démocratique là. Et de l'autre côté, on a une candidate, Madame Ayé, qui progressivement disparaît des affiches. C'est-à-dire qu'on a des affiches maintenant avec Emmanuel Macron. Et quand elle fait une intervention chez vous, eh bien, c'est le Premier ministre qui monte sur scène et qui lui prend le micro des mains. Moi, ça ne me va pas et je pense que ça pose un vrai problème de relation à la démocratie et de relation aux femmes aussi. Raphaël Glucksmann, une question de Bobby Junior. Bobby Junior qui pose beaucoup de questions aujourd'hui. Merci pour tes questions, Bobby. Bonjour Raphaël Glucksmann, vous avez fait de la défense des Ouïghours un élément important de votre dernier mandat. Quelle doit être la nature de la relation Chine-Europe dans les prochaines années ? Ce sont des alliés, des ennemis ? Il faut réduire ça à de simples échanges économiques. Est-ce qu'il faut couper tous les liens ? Merci beaucoup pour la question. Et déjà, je dois dire que la mobilisation qu'on a lancée pendant tout le dernier mandat pour lutter contre la déportation des Ouïghours, leur réduction en esclavage sur les chaînes de valeur des multinationales, elle a permis des avancées à l'échelle européenne. Elle a permis la loi sur le devoir de vigilance des multinationales. Elle a permis un instrument de bannissement des produits de l'esclavage de notre marché. Tout cela n'aurait pas... Pourquoi donc les... jeunes françaises et de jeunes Français, les marchandises chinoises ne sont pas bloquées puisque c'est le gouvernement chinois qui est responsable des exactions vers les Ouïghours. C'est ça que je comprends pas, moi. Et donc, il va falloir continuer. Parce qu'en fait, en luttant pour les Ouïghours, en luttant contre l'esclavage, eh bien, on lutte aussi pour protéger nos producteurs
d'une concurrence profondément déloyale. Moi, je vais vous donner juste un exemple. Les dirigeants de l'entreprise Systovi, qui produisait... Systovi, c'était une entreprise florissante à Carquefou, près de Nantes, qui produisait des panneaux photovoltaïques, des panneaux solaires. Eh bien, Systovi a dû mettre la clé sous la porte en quelques semaines parce que la concurrence chinoise avait divisé ses prix par 4. Une concurrence qui repose sur l'esclavage des Ouïghours dans la production de polysilicium, sur des subventions massives et sur une stratégie de vente à perte dont le but est de ratiboiser nos producteurs. Eh bien, il faut en finir avec la naïveté et la faiblesse. Et quand on déroule le tapis rouge devant Xi Jinping, comme l'a fait le président Macron, on envoie un signal de faiblesse. Quand on reçoit, mais on peut le recevoir, mais dans ce cas-là, on l'amène pas. On l'amène pas. C'est pas un allié économique. Ils ont une stratégie qui est d'éliminer les productions européennes. Alors, ok, peut-être qu'ils achètent du cognac et des sacs Louis Vuitton. Il y a beaucoup d'inquiétudes dans la filière du cognac notamment. Oui, mais la vérité, c'est qu'ils sont en train de ratiboiser l'ensemble de nos industries. Moi, j'ai passé ma campagne à aller dans des usines. Et partout, on me dit la même chose. Que ce soit en Lorraine, ou à Metex à Amiens, ou à Grenoble. Partout, on dit la même chose. Si vous ne nous protégez pas contre la concurrence chinoise déloyale, bientôt, nous ne produirons plus rien chez nous. Et nos ouvriers seront au chômage. Et donc, il y a un moment, il faut se poser une question simple. Pourquoi les Américains, quand il y a une concurrence chinoise déloyale, ils taxent à 100% les produits chinois? Pourquoi les Canadiens, quand ils font face à une concurrence chinoise déloyale, ils taxent à 235% les produits chinois? Et pourquoi en Europe, quand après de multiples enquêtes et un processus interminable, on prouve qu'il y a une concurrence déloyale, on taxe à 15%? Le temps de la naïveté doit être révolu. Il faut qu'on redevienne un continent de producteurs et ça passe par des mesures fortes. Et oui, un rapport... On le sait, mais bon... Raphaël Glucksmann, une question. L'Europe, libre-échange, c'est la stratégie européenne, le libre-échange. On se fait défoncer le fion, ça devient un hall de gare, mais c'est le libre-échange, on protège le libre-échange. Et j'ai essayé commerce international pour juste... Ça fait 30 ans que ça dure, cette histoire. De la religion du libre-échange. Pourquoi même le CETA, dont le gouvernement vante les mérites, c'est un problème? Parce que nous, ce que nous portons, c'est une loi, par exemple, Acheter européen, Buy European Act, qui vise à réserver les productions européennes, les commandes publiques européennes, en priorité aux productions européennes. Et cette loi-là, elle serait rendue impossible par le CETA ou par n'importe quel accord de libre-échange. Et donc, en fait, c'est une limitation de notre souveraineté. Moi, je ne suis pas contre l'échange, mais je suis contre ces accords qui, finalement, soumettent les décisions de nos démocraties à des intérêts privés. Il y a des cours arbitrales privées qui pourront casser nos décisions sur la transformation écologique, par exemple. Mais c'est profondément antidémocratique. On se lie les mains. Or, justement, aujourd'hui, on doit sortir de ce libre-échange généralisé. On doit réaffirmer que le rôle de l'Union européenne, c'est d'abord de protéger les productions européennes et que le commerce, c'est utile, mais à condition que ça serve, un, nos intérêts stratégiques, deux, la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc cette idéologie que le commerce en soi est bon, qui a dominé les politiques européennes dans les années 90 et 2000, eh bien, a conduit certaines de nos régions à être complètement désindustrialisées, a conduit l'Europe à s'affaiblir géopolitiquement et a conduit le climat dans l'impasse. Donc c'est non. Une toute dernière question avant de vous laisser, Raphaël Glucksmann. J'étais à votre meeting pour France Info au Zénith de Paris et vous avez dit « Je ne vous laisserai pas après le 10 juin ». Qu'est-ce que ça veut dire? La gauche va se chercher un candidat commun. Est-ce que ça pourrait être vous après les européennes? Alors déjà, laissez-moi me focaliser sur le 9 juin. C'est quand même extrêmement important. Oui, mais moi, ce que j'ai dit, c'est que le cap qu'on a fixé dans cette campagne, et pourquoi ça marche? C'est parce qu'en fait, on a un cap clair, qu'on a un rapport à la politique qui est clair, qu'on refuse l'outrance, qu'on refuse la calomnie, qu'on refuse le mensonge, qu'on refuse la violence et qu'on porte un cap de transformation extrêmement profonde. Eh bien, ce cap-là, moi, j'en suis... Typomane quand même, hein, Glucksmann, hein? Candidat commun de la gauche. On ne reviendra pas. Non. C'est là, vous me projetez dans un monde qui n'existe pas. Non, déjà... Parlons du fond. Sur les lignes politiques qui seront tranchées par cette élection, moi je serai le garant qu'on ne reviendra pas dessus. Et donc je serai impliqué dans le débat. Mais vous savez, construire une démocratie européenne, construire une puissance européenne, mais c'est une aventure extraordinaire. Ok, bon on va laisser... Par manque d'ambition que je vous parle d'Europe. Parce qu'en fait, moi mon ambition, c'est d'être extrêmement important dans la construction de cette démocratie et de cette puissance européenne. Et en fin de compte, à terme,
les changements qui auront le plus d'impact, il me fatigue. Allez, ciao, ciao Glock. la réindustrialisation